J'étais à la caisse de HomeGood avec un chariot rempli de coussins décoratifs. Je n'avais pas besoin de velours Versace ni d'un de ces coussins rêches en toile de jute qui dit rassemblement. C'était un mardi soir, le genre qui sent les pommes de pin à la cannelle et l'ennui de la banlieue. J'étais sur le point de payer une citrouille en céramique quand mon téléphone a vibré. C'était ma sœur Jessica qui m'avait envoyé un message de 6 mots qui allait tout changer, tu es exclu du mariage. C'est uniquement pour la vraie famille. Pas d'émoji, pas d'explication, juste cela. Au début, j'ai cru que c'était une blague. Jessica avait toujours été dramatique, certes, mais me désinvitait. Je n'avais même rien fait, du moins pas récemment. Nous ne nous étions pas disputés, nous n'avions même pas parlé plus que de façon désinvolte depuis quelques semaines. Mais ensuite, j'ai ouvert le chat de groupe, celui avec nos cousins, notre mère, nos tantes et quelques-unes des demoiselles d'honneur de Jessica, et j'ai vu les messages qui suivaient. L'une des demoiselles d'honneur, Britney, a envoyé un emoji qui pleure, mais pas le genre triste. Puis Jessica a ajouté, gardons le drame hors de ma journée. Elena ne fait plus vraiment partie de cela. Une autre cousine a répondu, n'a-t-elle pas juste payé pour l'essayage de ta robe? Jessica a répondu immédiatement, oh, oui, mais c'est annulé aussi. Elle peut reprendre sa charité. D'autres icônes de rire ont rempli l'écran. Personne n'a dit un mot pour me défendre. Pas un seul. J'ai regardé mon téléphone comme si j'essayais de le mettre en feu avec mes yeux. Je n'ai même pas pu le traiter tout de suite. J'ai toujours été celle qui était présente, qui couvrait les dépenses quand Jessica était à l'université, qui l'aidait à obtenir son premier appartement, qui s'occupait des choses quand elle avait dépassé sa limite de crédit il y a 2 ans, et je n'ai jamais demandé un sou en retour. Pour cet événement, j'avais déjà payé la moitié de la compte du traiteur, le digi et toutes les compositions florales parce qu'elle avait dit qu'elle était à court d'argent. Elle m'avait dit que j'étais la seule en qui elle avait confiance pour gérer les choses. C'était il y a 6 semaines. Maintenant, soudainement, je n'étais plus assez de sa famille pour y assister. Je n'ai rien dit pendant un moment. J'ai juste laissé la carte à la caisse et je suis sorti du magasin. Je suis rentré directement chez moi, je me suis assise sur mon canapé et j'ai fait défiler tous les reçus que j'avais. Ensuite, j'ai tapé ma réponse. Super. Alors tu peux payer tes propres factures. Ils ont trouvé cela hilarant. Mais au matin, ils sont devenus fous. Je ne suis pas sorti en furie du parking. Je n'ai pas fait crisser les pneus ni klaxonner. Je suis rentré chez moi dans un silence absolu, le genre de silence lourd et pressurisé que l'on ressent dans les oreilles quand un avion décolle. Les lumières des rues se sont estompées en de longues traînées orange et blanches. Mais mon esprit était d'une clarté limpide. Je me suis assise sur mon canapé d'angle beige, celui dont Jessica s'était moquée parce qu'il était trop haut sur, et j'ai ouvert mon application bancaire. J'ai fait défiler et défiler. Ce n'était pas seulement de l'argent. C'était une preuve. La preuve de toutes les fois où j'avais été le filet de sécurité, la solutionneuse, la bonne sœur. J'ai pris des captures d'écran, non seulement des transactions, mais aussi des factures spécifiques que j'avais dans mon email, celle avec mon nom sur la ligne 2 de la facture et son nom sur la ligne 4 de l'événement. Puis je suis retourné sur le chat de groupe. Il était toujours actif. Quelques cousins envoyaient des images de personnes buvant du thé, appréciant le drame. Ils pensaient que je pleurais. Ils pensaient que j'étais humilié. Ils n'avaient aucune idée que je fonctionnais à ce moment-là avec la précision froide d'un expert comptable judiciaire. J'ai tapé ma réponse, super. Alors la vraie famille peut payer ses propres factures. Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai commencé à joindre les fichiers l'un après l'autre, les laissant se charger lentement pour que les notifications retentissent digne, sur leur téléphone. Facture traiteur $6 850. Service Digi d'Oviedo $. Composition florale Gilles $5. Acompte photographe $1 800. J'ai envoyé des captures d'écran de chacun, le tampon au payé est clairement visible à l'encre verte à côté des 4 derniers chiffres de ma carte de crédit. Et puis j'ai fait la partie qui ressemblait à appuyer sur une gâchette. J'ai appelé les prestataires. Il était tard, j'ai donc dû laisser des messages vocaux aux photographes et aux Digi, mais l'entreprise de traiteur avait un portail en ligne. Je me suis connecté. J'ai trouvé le bouton « Annuler l'événement ». Il m'a demandé si j'étais sûr. Il m'a averti des frais non remboursables. Je m'en fichais. J'ai cliqué sur oui.
Pour la fleuriste, j'ai envoyé un email direct à la propriétaire, une femme adorable nommée Madame Higgins, avec qui j'avais pris le café 3 fois pour discuter de l'obsession de Jessica pour les hortensias blancs. Veuillez annuler la commande immédiatement, ai-je écrit. Le financement de cet événement a été retiré. Je les ai tous annulés. Un par un, le chat de groupe s'est allumé, mais pas encore avec panique. Au début, c'était plus de la moquerie. Jessica a envoyé un message qui disait « Ok, beaucoup d'amertume ». Britney a posté un mème sur les Brizia contre les Brocazia, ce qui n'avait même pas de sens puisque c'était moi qui avais l'argent. Ils se moquaient de moi, pensant que je bluffais, pensant que je faisais juste du bruit. Mais dès le lendemain matin, les choses avaient changé. Les cœurs et les réactions LOL avaient disparu. Ils ne riaient plus. Ils réalisaient que lorsque le distributeur automatique s'en va, la fête s'arrête. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, mon téléphone avait 63 messages non lus. Je ne les ai même pas vérifiés tout de suite. J'ai marché en chaussettes dans la cuisine, les planches du sol froides sous mes pieds, et j'ai fait une cafetière. J'ai ouvert la fenêtre au-dessus de l'évier et j'ai laissé l'air frais de l'automne entrer, sentant les feuilles mouillées et la pluie. J'étais calme, froidement calme, le genre de tranquillité qui s'installe en vous après que quelqu'un ait actionné un interrupteur dans votre poitrine qui ne peut jamais être désactivé. Quand je me suis enfin assise avec ma tasse et que j'ai ouvert le chat de groupe, le ton avait complètement basculé pendant la nuit. La moquerie avait disparu, remplacée par une panique frénétique et saccadée. Quelqu'un a écrit « Jessica, tu plaisantes, n'est-ce pas ?» Un autre « Tu as sérieusement annulé les prestataires ?» Suivi par « C'est mesquin, Elena, même pour toi. » Puis maman a sauté dans la discussion, ces messages arrivant dans un flot rapide de culpabilité. Tu dois arranger cela immédiatement. C'est le grand jour de ta sœur. Elle était stressée. Elle ne le pensait pas. On ne détruit pas un événement familial par méchanceté. J'ai lu cela 2 fois. Par méchanceté. Je n'avais rien dit de cruel. Je n'avais pas insulté son apparence ni fait de caprice. J'ai juste fermé le robinet de l'argent. Celui que je n'aurais jamais dû ouvrir en premier lieu. Puis Jessica a envoyé le message qui a réellement porté un coup, « Tu as toujours été jalouse que je me marie la première. Tu n'as jamais voulu que cela m'arrive. » Cela m'a un peu frappé en pleine poitrine. Non pas parce que c'était vrai. Ce ne l'était pas, mais parce qu'elle le croyait sincèrement. J'ai commencé à réaliser qu'elle ne me voyait plus seulement comme un plan de secours. Elle me voyait comme une méchante dans son petit monde imaginaire. Je n'ai pas répondu. Quelques heures plus tard, j'ai reçu un appel de la fleuriste, Madame Higgins. Elle semblait ébranlée. Elle a dit que Jessica l'avait appelée en hurlant, exigeant que les compositions soient rétablies, affirmant que je n'avais aucun droit d'annuler, mais le contrat était clair. Le paiement avait été fait à mon nom. J'ai dit à Madame Higgins que je ne couvrirais rien d'autre et je lui ai souhaité bonne chance pour gérer la mariée. Puis j'ai reçu un appel de papa. Mon père n'appelle jamais. C'est le genre d'homme qui communique par grognement et hochement de tête. Alors, quand son nom est apparu sur l'écran, j'ai pensé que peut-être enfin quelqu'un allait voir la situation telle qu'elle était. Non. Il n'a pas demandé comment j'allais. Il a demandé si j'avais vraiment saboté le mariage de Jessica. Il a demandé si j'étais toujours obsédé par cette stupide dispute concernant le prêt automobile d'il y a 2 ans. Je lui ai dit que cela ne concernait aucune dispute. Il s'agissait de me faire dire que je n'étais pas de la vraie famille alors que je payais les frais de la fête. Il a soupiré un long et lourd son de déception. Tu es mesquine, Elena. Tu nous embarrasses. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste raccroché. Ils étaient tous si préoccupés par l'image, par l'embarras. Ils pensaient que j'étais assise à la maison en train de pleurer ou peut-être enragée, mais je ne l'étais pas. Je planifiais. Cette nuit-là, j'ai envoyé un message au chat de groupe une dernière fois. Juste une phrase pour leur faire savoir que je n'avais pas encore fini, attendez votre cadeau de mariage. Personne n'a répondu. Pas un seul d'entre eux. Ils étaient probablement tous ensemble dans le salon de mes parents, chuchotant à mon sujet, me traitant de folle, d'égoïste, d'amère. Mais je n'étais pas assise à me plaindre de mon sort. Je travaillais sur quelque chose de bien plus permanent. Voyez-vous, Jessica avait oublié quelque chose de crucial. Elle avait oublié que j'avais vécu avec elle, que je connaissais tous ses mots de passe,
que je l'avais aidée à nettoyer des dégâts dont elle m'avait supplié de ne pas parler à maman et papa, et plus important encore, elle avait oublié le réveillon du Nouvel An. La nuit où je suis entré accidentellement dans sa chambre à la recherche d'un chargeur de téléphone et que je l'ai vu embrasser quelqu'un qui n'était certainement pas son fiancé, Daniel. Son nom était Ryan, son ex-petit ami de l'université, celui qu'elle jurait détester. Et j'avais une vidéo. Je n'avais pas eu l'intention de la prendre. J'avais tâtonné pour allumer ma lampe de poche dans le couloir sombre et j'avais accidentellement appuyé sur enregistrer à la place. Les images étaient tremblantes, filmées à travers la fente de la porte, mais l'audio était d'une clarté limpide. Je l'avais rangé à l'époque, en me disant que ce n'était pas mes affaires, mais maintenant, c'était très clairement mes affaires. Je n'ai rien dit cette semaine-là. Je les ai laissés mijoter. Jessica a posté des légendes Instagram vagues sur l'énergie toxique et la protection de sa paix. Quelques-uns de nos proches les ont repostées, ajoutant des émojis de main en prière. Le mariage avait toujours lieu. Elle avait rassemblé des remplaçants, un traiteur bon marché, probablement une playlist au lieu d'un DJ, mais le spectacle continuait, et j'allais être là. La cérémonie était prévue pour le samedi après-midi dans un vignoble loué à 2 heures de la ville. Je n'étais plus techniquement invité, mais je savais qu'ils ne vérifieraient pas mon nom à l'entrée. C'était une entreprise familiale, décontractée, sans sécurité. Jessica a probablement pensé que je n'oserais pas montrer mon visage après tout le drame. C'est laquelle a mal calculé. Je suis arrivé dans une robe bleu marine, pas accent grave-l'œil, juste assez pour avoir l'air de faire partie du décor. J'ai même apporté une carte, les glisser dans une petite enveloppe blanche et les déposer dans la boîte à cadeaux près du livre d'or. À l'intérieur de la carte, j'ai écrit 6 mots, j'espère que vous apprécierez les souvenirs. Je suis resté à l'arrière pendant la cérémonie. Je n'ai parlé à personne. La plupart de la famille était assise près du devant, nos parents, nos oncles et tantes, nos grands-parents. Jessica se tenait sous une arche blanche ornée de fausses vignes, son sourire large, sa robe d'une valeur folle, cherchant quelqu'un qui n'avait pas les moyens de payer des centres de table 3 jours auparavant. Son fiancé, Daniel, avait l'air heureux. Nerveux, mais heureux. Je l'ai observé attentivement. Le gars avait toujours été assez gentil, poli lors des événements familiaux, ennuyeux d'une manière qui le rendait digne de confiance. Je n'avais aucune raison de le détester. En fait, je me sentais vraiment mal pour lui. Il n'avait aucune idée à qui il était sur le point de s'engager pour la vie. Lorsque l'officiant a commencé la dernière partie de la cérémonie, les vœux, j'ai sorti mon téléphone. J'avais déjà mis la vidéo en file d'attente. Elle ne durait que 18 secondes, filmée à travers une fente dans la porte. La voix de Jessica claire comme le jour, ses mains dans les cheveux de Ryan, riant, chuchotant, il n'est qu'un filet de sécurité. Je ne l'aime pas comme je t'aime. J'ai appuyé sur envoyer. La vidéo a été envoyée à tout le chat de groupe familial. Chaque cousin, tante, oncle, et oui, Daniel. J'ai vu l'instant exact où il a senti la vibration dans sa poche. Jessica aussi. Son sourire a tressailli, juste un scintillement, comme une ampoule sur le point de griller. Il a sorti son téléphone en pleine cérémonie. Ma mère, ma tante et ma cousine Brittany ont fait de même. Un par un, les gens ont commencé à murmurer, des regards confus, les téléphones s'illuminant comme des lucioles dans la faible lumière de l'après-midi. Puis Daniel a levé la main, arrêtant l'officiant au milieu d'une phrase. Il s'est tourné vers Jessica et a dit quelque chose calmement, quelque chose que personne d'autre ne pouvait entendre, et il a tenu l'écran devant son visage. Elle est devenue pâle. Elle a essayé de le lui arracher, mais il l'a retiré brusquement. Puis il a regardé au-delà d'elle, droit dans la foule, scannant les visages jusqu'à ce que ses yeux se fixent sur moi, debout dans l'ombre à l'arrière. C'est à ce moment-là que j'ai avancé, que j'ai marché dans l'allée centrale jusqu'à l'hôtel. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ri. J'ai juste dit une chose, ma voix portant sur le silence stupéfait du vignoble, vous devez tous savoir qui est vraiment ma sœur. Personne n'a bougé. Personne n'a interrompu. Jessica ne parlait pas. Elle me regardait fixement, stupéfaite, la bouche ouverte comme si elle ne savait pas quelle émotion simuler en premier. Puis l'enfer s'est déchaîné. Jessica s'est jetée sur moi, faisant presque tomber l'officiant. Elle a hurlé quelque chose que je ne pouvais même pas distinguer. Probablement des menaces, peut-être des injures. Mais avant qu'elle ne m'atteigne,
Daniel s'est interposé entre nous et lui a saisi le bras. Elle s'est ensuite retournée contre lui. Grosse erreur. Parce que Daniel n'a pas lâché prise. Il n'a pas crié. Il est resté là, impassible, la tenant par le poignet comme si elle était une étrangère qui venait d'essayer de lui voler son portefeuille. Il lui a posé 2 mots, est-ce vrai? Jessica s'est mise à pleurer. Pas des larmes mignonnes. Des larmes désespérées, le visage rouge, haletante. Elle n'arrêtait pas de dire, je suis désolée, et cela ne signifiait rien et ce n'était qu'une seule fois. Mais Daniel ne la regardait plus. Il regardait à nouveau la vidéo. Puis il est parti. Pas seulement de l'hôtel, du vignoble, il est monté dans sa voiture et est parti. Jessica s'est effondrée sur l'herbe, toujours en sanglots. Notre mère a couru vers elle. Quelques demoiselles d'honneur ont suivi. Personne ne s'est approché de moi. Je suis retourné à ma voiture et je n'ai pas regardé en arrière. Sur le chemin du retour, j'ai éteint mon téléphone. Je n'avais pas besoin de voir les conséquences. Je savais déjà. Quand j'ai rallumé mon téléphone cette nuit-là, je m'attendais à un déchaînement. Ce que j'ai eu, c'est un genre de chaos silencieux, le genre qui pèse plus lourd que les cris. J'ai eu 63 appels manqués cette nuit-là. La plupart de ma mère, quelques-uns de numéros inconnus, probablement des proches essayant d'agir comme s'ils avaient soudainement une opinion neutre. Un message vocal de Jessica. Je ne l'ai pas écouté. Je l'ai juste supprimé. Le chat de groupe était une zone de guerre. Des messages arrivaient de toutes les directions. Quelques-uns d'entre eux avaient encore la vidéo ouverte, commentant en dessous comme s'il s'agissait d'une publication Facebook. Oncle Ray a commenté, c'est une honte absolue. Cousine Britney a ajouté, je savais que quelque chose n'allait pas avec elle. Elle a essayé de flirter avec Ryan à ma fête de fiançailles l'année dernière. Maria est intervenue, c'est une affaire privée. Elena, ce n'était pas ta place. Arrêtez tout le monde. Cela n'aide pas. Et enfin, le message de mon père, nous ne tolérons pas ce genre d'humiliation publique dans cette famille. Pas sa tricherie, pas le mensonge, pas ce qu'elle a dit à propos de Daniel étant un filet de sécurité. Non, le problème était que je l'avais révélé et qu'en agissant ainsi, je les avais fait mal paraître. Au matin, le chat était de nouveau silencieux. Puis les messages ont commencé à arriver un par un en privé. Tu as fait ton point. C'est assez. Jessica, j'espère que tu es heureuse. Tu as détruit ma vie. Tu ne connais même pas toute l'histoire. Cousine Jess, ça va. Ce dernier m'a fait marquer une pause. C'était le premier message qui n'était pas chargé de jugement. Je l'ai regardé un moment, mais je n'ai pas répondu. Je ne voulais pas de sympathie. Je voulais de l'espace. Cet après-midi-là, papa a rappelé. J'ai laissé la messagerie prendre l'appel. Il a laissé une phrase, ta mère est inconsolable. Appelle-la. Je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je me suis rendu à l'endroit où Daniel travaillait, un petit garage à l'est de la ville. Je ne savais pas pourquoi. Peut-être juste pour m'assurer qu'il allait bien ou peut-être pour m'excuser. Il n'était pas là. Son collègue a dit qu'il avait pris la semaine de congé. J'ai laissé mon numéro et leur ai dit de le lui donner s'il voulait un jour parler. Puis je suis rentré chez moi, j'ai tiré les stores et j'ai dormi pendant 13 heures. Au cours du week-end, Jessica avait effacé tout son Instagram, pas de publication, pas de stories, juste sa biographie et une photo de profil qui semblait dater de l'année dernière. Les photos de mariage, celles qu'elle avait postées à l'avance avec le hashtag qu'elle avait inventé, toutes disparues. Le hashtag lui-même détourné. Les gens avaient commencé à poster des mèmes en dessous. Certains avaient même repartagé la vidéo éditée avec de la musique dramatique. Elle était humiliée publiquement maintenant. Et soudain, je n'étais plus la méchante. Mais cela n'a pas duré car en quelques jours, la famille a fait front. Maman a de nouveau envoyé un message, nous t'avons mieux élevé que cela. C'est ta sœur. Tu étais censé la protéger, pas la détruire. Et puis est venu le coup de grâce, nous ne sommes pas sûrs de vouloir te voir à Thanksgiving cette année. Les choses sont trop à vif. J'ai fixé ce message le plus longtemps. Après tout ce que Jessica avait fait, les mensonges, la trahison, le sentiment de droit, la façon dont elle m'avait utilisé comme un distributeur automatique et m'avait ensuite jeté de côté, c'était moi qui étais mise à l'écart, pas elle, moi.
Alors, j'ai retapé une phrase, ne vous inquiétez pas, je ne serai pas là. J'ai quitté le chat de groupe familial, bloqué le numéro de Jessica, supprimé les messages vocaux, et puis je suis restée assise là sur mon canapé, seule. Pas dramatique, pas en colère, juste silencieuse. C'est alors que cela m'a frappé pour la première fois dans tout cela. Je n'avais plus de sœur. La semaine après le mariage a été étrangement silencieuse. Pas d'appel, pas de message textuel, pas même un commentaire passif-agressif sur mes réseaux sociaux, ce qui était étrange étant donné à quel point ma famille était généralement bruyante quand elle était contrariée. Ils n'étaient pas silencieux parce qu'ils n'avaient rien à dire. Ils étaient silencieux parce que j'étais devenu le problème dont ils ne voulaient pas parler en public. La tâche qu'ils ne pouvaient pas effacer sans attirer plus d'attention. Jessica n'a plus jamais pris contact. J'ai pensé qu'elle publierait peut-être une déclaration. Quelque chose sur le fait d'avoir été trahie ou incomprise, mais elle ne l'a pas fait. Elle a disparu. Disparu de toutes les pages de nos amis communs. C'était comme si elle était passée sous terre. Thanksgiving est arrivé et est passé. Je l'ai passé à manger taille sur mon canapé, en regardant un documentaire sur les naufrages. Approprié, je suppose. J'ai commencé à réaliser à quel point mon identité avait été liée au fait de réparer les choses pour Jessica, pour mes parents, pour tout le monde. Sans ce rôle, je ne savais plus vraiment qui j'étais. Un après-midi, j'ai fouillé dans mon placard de rangement et j'ai trouvé une boîte à chaussures pleine de vieilles photos, celles de l'époque où Jessica et moi étions enfants. Pyjama assorti, fête d'anniversaire, un voyage à la plage où nous faisions des châteaux de sable et nous nous disputions pour savoir qui aurait le dernier Capri Sun. Je me suis assise sur le sol, regardant nos stupides visages brûlés par le soleil, et je me suis demandé si tout cela avait été réel. M'avait-elle jamais considéré comme sa sœur ou juste comme un filet de sécurité, elle aussi? Je n'ai pas jeté les photos. J'ai juste remis la boîte. Certaines choses ne valent pas la peine d'être brûlées, même quand elles font mal. Mais c'est là que ça s'est vraiment installé. Ce n'était pas seulement la fin d'une dispute. C'était la fin d'une relation. Une relation que j'avais portée seule pendant des années sans m'en rendre compte. Et elle n'a jamais dit merci. Décembre est arrivé vite. Des matins froids, du givre sur les fenêtres, des lumières de Noël accrochées aux maisons comme si rien ne s'était passé, comme si le monde avait juste avancé sans broncher. Je n'avais eu de nouvelles de personne de ma famille depuis Thanksgiving. Pas même un email de chaîne de vacances transféré de tante Linda, qui envoyait ses 25 jours de gratitude comme une horloge. Rien. C'était comme si j'avais été discrètement coupé de la photo de famille. Pas de grands discours, pas de confrontation, juste effacé. J'ai pensé que peut-être Noël briserait le silence, que quelqu'un craquerait, que quelqu'un m'enverrait un message stupide et neutre. Peut-être, tu viens chez maman. Ou j'espère que tu vas bien. Mais le seul message que j'ai reçu le matin de Noël venait d'un ancien collègue. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je suis allé dans un petit restaurant encore ouvert, je me suis assise près de la fenêtre et j'ai mangé des crêpes seul tandis qu'un jeune couple dans le coin donnait à manger à leur tout petit. Je ne me suis pas senti désolé pour moi-même. Je n'étais même pas triste. C'était juste le silence. Et puis, vers le nouvel an, j'ai reçu un email de Jessica. Pas un message, pas un appel, un véritable email. L'objet était, pour ce que ça vaut. Pas de salutation, pas d'excuses, juste un mur de texte. Elle a dit qu'elle n'avait jamais voulu que les choses aillent si loin. Que je l'avais toujours fait se sentir redevable. Que je n'avais jamais compris à quel point il était difficile de grandir dans mon ombre, même si je pensais l'aider. Que j'avais détruit sa vie par méchanceté. Elle a dit que Daniel n'avait jamais été parfait, que Ryan était une erreur, que j'avais gâché son avenir. Elle n'a pas dit pardon. Elle a dit que je lui avais fait sentir qu'elle n'était personne. J'ai fixé cette phrase pendant longtemps. Tu m'as fait sentir que j'étais personne. Drôle, ai-je pensé. C'est exactement ce qu'elle m'avait dit avant de me virer du mariage. Je n'ai pas répondu. J'ai archivé le message et bloqué l'email. Ce fut la dernière fois qu'elle essaya de me contacter. Puis environ une semaine plus tard, j'ai reçu un appel de Daniel. Numéro inconnu. J'ai décroché seulement parce que j'attendais un appel professionnel, mais dès que j'ai entendu sa voix, je me suis figé. Il m'a demandé si j'avais le temps de parler. Je lui ai dit que je ne lui devais rien,
mais il a dit que ce n'était pas la raison de son appel. Il a dit « merci ». Il a dit qu'il avait regardé la vidéo 10 fois cette nuit-là, et non pas parce qu'il ne la croyait pas. Il la croyait, mais parce qu'il ne comprenait pas comment il avait pu la manquer. La façon dont elle avait été distante, distraite, excessivement affectueuse juste avant les grandes disputes. Tout prenait sens maintenant. Elle n'était pas incertaine à son sujet. Elle voulait juste être perçue comme la bonne personne, la victime. Il m'a dit qu'il avait quitté la ville, annulé leur bail d'appartement, pris du temps de congé et était allé vivre chez un ami au Colorado. Il a dit qu'il n'avait même pas encore dit à ses propres parents ce qui s'était passé. Je ne sais pas qui j'étais sur le point d'épouser, a-t-il dit. Mais je suis content de ne pas l'avoir fait. Il a demandé si j'allais bien. C'était la première fois que quelqu'un me posait vraiment cette question et le pensait sincèrement. Je lui ai dit que je ne savais pas. Je n'étais pas triste exactement. Je n'étais plus en colère non plus, juste vide, comme si quelqu'un avait coupé une partie de ma vie et l'avait remplie d'air froid. Il a dit quelque chose que je n'oublierai pas. Parfois, on perd des gens qui n'ont jamais vraiment été les nôtres. J'ai commencé une thérapie en janvier. Non pas parce que je me sentais brisé, mais parce que je ne voulais pas devenir insensible. J'avais besoin de faire le tri dans les années que j'avais passées à essayer d'être son filet, sa béquille, sa solutionneuse. J'ai dû apprendre que protéger des gens qui ne veulent pas de votre protection ne vous rend pas noble. Cela vous rend juste fatigué. Une nuit, ma thérapeute m'a posé une question qui est restée coincée dans mes côtes comme une contusion, quelle partie de toi attends-tu encore qu'ils reconnaissent? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé l'horloge murale, écoutant le tic-tac, mesurant le silence. Après un moment, j'ai dit que j'étais suffisante sans avoir besoin d'être utile. C'était ça. C'était la blessure que je n'avais pas pu nommer. Je ne sais pas où est Jessica maintenant. J'ai appris par une cousine des mois plus tard qu'elle avait emménagé avec Ryan, qu'ils avaient rompu après 2 mois, surprise, et qu'elle vivait avec une amie et travaillait à un poste dont elle ne voulait pas parler. Je ne lui souhaite pas de douleur. Je ne lui souhaite rien du tout, en fait. Je ne la considère juste plus comme ma sœur. Et ce n'est pas de la vengeance. C'est la paix.